Radio Futur Média, nous émettons en direct de Dakar. Il est 10h partout au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre la radio Futur Média. À la technique, Hassan Diouf au micro, Mohamed Ali Mouba, ménage qui s'installe pour 50 minutes de débat et d'échange autour des grandes actualités de la semaine, vous le savez. On y va très rapidement. On présente nos invités qui ont fini de nous rejoindre dans ce studio. Il s'agit de Dr Aliou Gori Diouf. Bonjour, docteur. Bonjour, Mohamed. Vous êtes géographe de formation. En face de vous, le journaliste chroniqueur Thierno Diop. Bonjour. Bonjour, Maud Aliou. Bonjour, docteur Diouf. Alors, pour coller à l'actualité, on commence par cette visite du Premier ministre à Saint-Louis, accueilli là-bas par le maire de la ville, Mansour Faye, qui lui a déroulé, dit-on, le tapis rouge avant l'arrivée du chef du gouvernement à Saint-Louis dans le cadre de l'initiative Setal Samaré, où Mansour Faye a décliné, vous le savez, les doléances de sa ville. On l'a entendu à la radio et à la télé. Celle-ci s'articule autour de l'assainissement de certains quartiers de sa commune, du démarrage des travaux de construction de l'hôpital Maître Alioune Badara Cissé et de la qualité de la voirie. Arrivé sur place, Ousmane Sonko, en réponse à Mansour Faye, a demandé d'abord un rapport détaillé sur l'exécution des travaux, sur l'assainissement de la ville et d'autres villes du Sénégal. Il a pointé, vous l'avez entendu, je cite, l'état tardif des travaux du programme d'assainissement de la ville de Pikine à Saint-Louis. Le Premier ministre a exigé aussi du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et du directeur de l'ONAS une étude et un rapport détaillé sur l'exécution financière de ce projet d'un montant de 60 milliards. Alors, je me tourne très rapidement du côté de Thierno Diop. Vous êtes journaliste chroniqueur, vous suivez l'actualité régulièrement. Que comprendre de cet échange entre Mansour Faye et le Premier ministre? Très rapidement. Merci beaucoup, Maud Aliou. Moi, je crois que depuis que ce régime est aux affaires, bon, il y a beaucoup de tintamarre autour de cette activité de Setal, qui est comme une redondance parce qu'on a eu à connaître cela sous les régimes précédents. Dans les années 80. Dans les années 90, voilà, avec Abdou Diouf. Les gens semblent l'oublier. Dans la foulée de son accession au pouvoir en 2000, Maître Wade avait initié ce genre d'activité. Il y a aussi le cleaning day de Macky Sall. Vraiment, moi, je crois que c'est une activité banale qui n'est pas reliée aux annonces fortes attendues de ce régime sur des problématiques comme l'emploi des jeunes, vous voyez, et sur d'autres problématiques sur lesquelles véritablement les Sénégalais attendent ce régime. Mais attention aussi, pour moi je crois qu'il y a une sorte d'incongruité. Je peux même dire que de vieux souvenirs. Mansour Faye qui retrouve Ousmane Sonko, vous vous en souvenez bien, vers 2020. Il y avait une polémique autour d'une audience supposée entre Mansour Faye et Ousmane Sonko. Si j'en parle, c'est que depuis quelque temps, on a eu donc à évoquer une sorte d'arrangement secret entre l'actuel régime et le précédent. Et jusqu'à présent, la lanterne des Sénégalais n'est pas éclaircie. Moi, je crois que c'est assez symbolique cela. C'est assez symbolique cela. Et que véritablement, il y a beaucoup de nébulosité. Moi, je ne sais pas quel message ils sont en train de lancer aux Sénégalais. Moi, je m'attendais à ce que, dès son installation, ce régime-là puisse donc revenir sur des scandales présumés, dont l'ancien régime a été accusé. Et véritablement, donc, sous ce rapport éclaircir la lanterne des Sénégalais. Moi, en tout cas, le fait marquant par rapport à cette visite du chef du gouvernement à Saint-Louis, c'est cela pour moi. Alors donc, docteur Aliou Gori Diouf, vous êtes géographe de formation, mais vous suivez aussi l'actualité. Que comprendre de ces déplacements de Ousmane Sonko, le Premier ministre qui fait preuve de ce point de vue d'un volontarisme, on dira, débordant. En une semaine, si on prend juste cette semaine, on passe de Dakar à Saint-Louis. Je rappelle que la semaine dernière, il était à Colobane, bien sûr, dans la capitale Dakar, à la rencontre des jeunes dans le cadre des opérations de déguerpissement des marchands ambulants. Certains ont été reçus au palais. Cette fois-ci, c'est Saint-Louis qui reçoit le Premier ministre. Que comprendre de cet activisme politique? Bon, merci Halimou. Je salue également mon co-débatteur Thierno. Je salue aussi les auditeurs de RFM qui nous écoutent.
que comprendre de l'activité du PM par rapport donc à ces différentes descentes. D'abord, avant la semaine dernière, il y avait eu la rencontre qu'il avait eue avec je pense la jeunesse de son parti. De mon point de vue, en soi, ce n'est pas quelque chose c'est quelque chose de normal, je veux dire, pour un acteur politique puisque comme on le sait, même si vous êtes au pouvoir et que vous gérez le pouvoir, donc il y a une certaine et que vous avez une ambition politique, il y a donc cette envie donc de maintenir le contact avec votre base politique. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit chez les acteurs politiques. Il a expliqué, le PM, que ces activités rentrent dans le cadre d'un changement de paradigme dans le rapport entre ceux qui incarnent l'État et la population, c'est-à-dire être très proche des populations, voir les populations être impliquées dans l'action gouvernementale. C'est comme ça qu'il l'a expliqué. Sous ce rapport, moi, je trouve que ça peut être une bonne chose, effectivement, puisque ce qu'on a constaté depuis nos indépendances et même avant nos indépendances avec le régime colonial, il y avait une sorte d'opposition entre l'appareil d'État et le corps social, le peuple. Donc, cela a contribué à creuser un grand fossé entre les deux, disons, segments, alors qu'ils font partie d'un même corps. Docteur Aliou Kolikiouf, je vous relance très rapidement. Si je vous relance sur ce point de vue, c'est parce qu'il se dit aussi que le Premier ministre a fort à faire, il a sa DPG à faire, les grandes lignes, les orientations, on ne les voit pas. Pendant ce temps, il est sur le terrain, peut-être il aurait pu laisser d'autres collaborateurs faire ce travail-là. Entre-temps, lui, il fait son travail pour orienter, donner le là, pour qu'on sache exactement là où on va. Oui, par rapport à la DPG, personnellement... Les grandes lignes, je parle des grandes lignes. Exactement. S'occuper des grands dossiers. Oui, moi, personnellement, je ne peux pas dire qu'il ne s'occupe pas des grands dossiers. Très honnêtement, je n'ai pas encore les preuves. Si je les avais, je l'aurais dit. Je n'ai pas les preuves qu'il ne s'occupe pas des grands dossiers. La DPG, il a dit, et c'est sur ça, moi, que je peux me tenir. Il a dit qu'il est prêt. Il y a ce jeu politicien entre lui et les députés de Benno Bokk Yakaar, donc qui fait que jusqu'à présent, la DPG n'a pas encore été faite. Mais de mon point de vue, ces descentes, je n'ai pas encore vu vraiment là où ces descentes politiques ont entravé, disons, ces Alors, en 100 jours, est-ce que ces descentes, on dira, donc, du Premier ministre ont rapporté quelque chose? Ouais, merci beaucoup, Modou Aliou. Moi, je crois que M. Ousmane Sonko, le Premier ministre, est un as du contre-feu et de la stratégie de l'évitement. Comme vous avez bien eu à le souligner, il est attendu sur la déclaration de politique générale, sur les questions majeures sur lesquelles Pastef... Déclaration de patrimoine du Premier ministre et du Président de la République. Voilà, on peut y revenir. Tout ça, on n'a pas vu. Non, parce que, voilà, non, c'est 100 jours, c'est sous le sceau de la renonciation, du revirement, comment dirais-je, du reniement même, par rapport à plusieurs engagements. Bon, moi, je crois qu'ils sont attendus sur deux questions fondamentales. D'abord, la problématique la problématique des engagements souscrits lors de la campagne électorale. Vous voyez. Et bien avant même, moi je crois que pendant 10 ans, Pastef a véhiculé un discours antisystémique. Pastef a proposé une refonte totale du système sur plusieurs aspects, moi je crois. Et donc peut-être que ils peuvent éprouver une mauvaise conscience devant l'impossibilité de tenir ces promesses-là. Vous prenez la question de l'endettement. Bon, on dirait que depuis leur accession au pouvoir, on est en train d'assister à un alourdissement de la dette. On est à plus de 1000 milliards. On est à plus de 1000 milliards. Oui. Et que, est-ce que tout ne se fait pas en toute irrationalité? Il y a eu la question des eurobonds. Bon, jusqu'à présent, la lanterne des Sénégalais n'est pas éclaircie par rapport à la destination de ces fonds-là. Où vont ces fonds-là? Pourquoi s'endette-t-on encore? Etc., etc. Et je vous rappelle que vers mai 2024,
la BCEAO a eu à pointer une dégradation de la position extérieure du Sénégal, marquant un déficit de près de 14 000 milliards de francs CFA. L'institution sous-régionale avait préconisé donc plusieurs solutions, mais en tout cas alerté sur la vulnérabilité du Sénégal par rapport au choc exogène. Bon, ce que j'attends de passer, c'est-à-dire que cette question de l'endettement-là, c'est une problématique systémique. Depuis au moins le milieu des années 70, Ousmane Sonko, député d'abord, et dans plusieurs enceintes, a eu à dénoncer cet alourdissement de la dette. On s'attend qu'il nous propose quelque chose, une solution de relance, de rechange par rapport à cet endettement. La question de l'emploi des jeunes. On l'a entendu de Koloban parler de la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Ce sont ces genres de solutions tafiyengala auxquelles les Sénégalais sont habitués depuis le compte K2 de Léopold Sédar Senghor, en passant par le projet, l'opération maîtrisarde d'Abdou Diouf, etc. Abdoulaye Wade est venu, bon, il a eu à proposer FNPJ, ANES, ça n'a pas produit la complémentarité escomptée en termes de création d'emplois. Et Macky Sall aussi. Mais l'ADER, quand l'ADER s'est créé, vers 2017, Macky Sall venait de perdre sa majorité, Benno Bokk Yakaar avait perdu sa majorité aux législatives, avait obtenu un score autour de 49%. Peut-être qu'il fallut rectifier le tir en direction de la présidentielle. C'est pourquoi on a pu créer la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Mamadou Aliou, laissez-moi vous rappeler que, et je cite l'ancien délégué général, donc, qui était aux commandes de l'ADER, je crois que c'est Pape Amadou Sarr, il a dit que pour créer 5 millions à 6 000, comment dire, pour pouvoir en tout cas résoudre la problématique du chômage. Si on dénombre autour de 5 millions à 6 millions de chômeurs, il faut 15 000 milliards de francs CFA pour résoudre cela. C'est combien d'années budgétaires pour le Sénégal? Il faut au moins 2,5 à 3 millions pour créer un emploi qui puisse apporter une en tout cas en termes de rémunération 100 000 à 200 000 francs CFA. Est-ce que donc M. Ousmane Sonko n'avait que cette DER-là à proposer aux jeunes du Sénégal? Parce que la question des emplois est reliée à quoi? Et justement, c'est relié au fait que pour véritablement créer des emplois, il faut redynamiser les secteurs productifs, comme l'agriculture, comme l'élevage, comme la pêche, comme l'industrie même. Parce que les ambulants, c'est une sorte de perdition et de déperdition par rapport aux circuits formels d'emploi. Et ces circuits formels-là, vous voyez, sont obsolètes. Vous voyez, bon, il faut y aller, comment dire, étape par étape. Nous proposer en tout cas une solution concrète de redynamisation du secteur primaire, de redynamisation du secteur secondaire, qui sont les secteurs à même de créer les emplois, comment dire, attendus pour résoudre cette problématique-là. Mais aller à Koloban, faire une sorte de... Êtes-vous de ceux qui pensent que Ousmane Sonko est en pré-campagne électorale? Pré-campagne électorale, campagne électorale, moi je crois qu'il est dans le tâtonnement expérimental, le Lamboudek. Il est dans le tâtonnement expérimental, le Lamboudek. Non, parce que moi, je reviens aux promesses qu'ils ont tenues pendant 10 ans, aux promesses qu'ils ont tenues, pas plus tard que lors de la campagne. Ils ont eu à proposer des instruments pour répondre à cette lancinante question du chômage des jeunes. Mais ce n'est plus le temps des promesses. Il faut passer aux actes. Dire que de manière concrète, voilà ce que nous allons faire. Et il y a d'autres questions sur lesquelles peut-être on pourrait revenir au fil du débat. Par exemple, vous avez parlé de quoi? De déclaration de patrimoine. Il ne s'acquitte pas encore de cette obligation. À ce qu'on sache, au mois de mai 2012, il était clair que, à travers les colonnes du journal officiel, Macky Sall s'était acquitté de cette obligation de déclaration de patrimoine. Parce que justement, je vous rafraîchis la mémoire. Il y a eu quelques jours de cela ou quelques mois de cela, des soupçons légitimes avaient été portés sur le patrimoine du président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, on a besoin qu'on éclaircisse notre lanterne par rapport à cela. Etc., etc. Bon, moi, je crois que de manière formelle, on doit établir, au vu et au su de tout le monde, le patrimoine du président de la République et de toutes les autorités qui sont dans les hautes sphères de l'État. Alors, Dr Aliou Gory Diouf, en 100 jours, Bassirou et Ousmane ont-ils
convaincu, je dis. En tout cas, est-ce qu'ils ont donné cette terre? En fait, pour moi, le temps, d'ailleurs moi je suis pas d'accord avec ce délai de 100 jours, je sais pas d'où ça vient. De mon point de vue, 100 jours c'est encore vraiment très peu pour pouvoir donner une tendance. Par contre, on peut avoir des appréciations sur des actes posés. Et si je devais le faire, il y a des actes qui ont été posés que moi, je loue. Par contre, il y a d'autres actes qui ont été posés, de mon point de vue, ça ne sent pas de la rupture. Expliquez-nous. Voilà. Par rapport aux actes qui ont été posés, moi, vous louez, oui. En tout cas, qui me conviennent beaucoup, il y a cette question, je suis un rural, je suis du milieu rural, la question de la gestion des intrants. Tout ne pouvait pas être parfait, mais je trouve qu'il y a eu une nette amélioration cette année. En même temps, les agriculteurs, si on en croit ceux qui nous remontent un peu à la radio, il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'ont pas reçu les semences, ils n'ont pas vu les intrants. Par contre, ou alors des intrants sont de mauvaise qualité. Oui, j'ai dit que tout ne pouvait pas être parfait parce que c'est la première année. Et c'est leur première année et ils sont arrivés au pouvoir et en 2 mois, en 1 mois, il fallait mettre en place cette campagne agricole. Moi, je suis du milieu rural, je quitte pas le milieu rural, mais les informations que j'ai en matière de gestion de la distribution des intrants, il y a eu une nette amélioration. Nette amélioration ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de couac. Effectivement, il y a des cas de mauvaise qualité des graines d'arachide, ça existe. Mais du point de vue de l'engrais, il y a 2 ans, le sac d'engrais coûtait 35 000 francs dans le Saloum. Cette année, c'est descendu jusqu'aux environs de 10 000. Donc ça, c'est quand même de l'amélioration. Maintenant, on ne peut pas, à part de là, dire qu'ils ont... une baisse des prix au plan international. Les prix des engrais oui, au plan international. Oui, s'il vous plaît, laissez-moi développer, s'il vous plaît. Oui, si on s'écoute, on va se comprendre. Donc, moi, je parle des faits que j'ai constatés sur le terrain. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vécu la mauvaise gestion des intrants. Pas seulement du temps de Macky Sall. Depuis la fin du régime de Diouf, il y avait une véritable mafia autour de la gestion des intrants. Ça, vraiment, c'est un aspect positif. Maintenant, sur les autres aspects que moi, personnellement, je trouve que ça sent pas la rupture, il y a cette question de la loi d'amnistie. On n'en parle pas encore. Alors que pour moi, cette loi-là, elle est extrêmement mauvaise et qu'on ne devrait pas rester 3 mois sans vraiment prendre des mesures concrètes envers. En quoi faisant? Mais il faut l'abroger. Il faut l'abroger. Il n'y a pas à réfléchir de midi à 14 heures. Ramener tout le monde en prison? Bon, je ne sais pas, je ne suis pas juriste, mais cette loi, pour moi, c'est une loi extrêmement mauvaise parce que toutes ces pertes en vies humaines, on veut les effacer comme ça. On ne sait pas qui est qui. Moi, je ne dis pas de mettre les gens en prison, mais d'abord, ma priorité pour moi, la priorité, c'est de connaître ce qui s'est passé. Qui sont les responsables de ce qui s'est passé? Ensuite, si on pourrait ensuite ensemble décider de quoi faire. Est-ce qu'on va sanctionner ou bien on va aller vers le pardon, comme ça se fait souvent dans certains pays, connaître la vérité et ensuite si on doit se réconcilier, on se réconcilie. Et moi, je suis en faveur d'une réconciliation. La cohabitation Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko à 100 jours... On dit que ça a fait un peu désordre dans le protocole. Hein? Excusez-moi de rebondir un peu. Parce que tantôt j'ai eu à parler de Mansour Faye, Ousmane Sonko, en parlant de symbolique. Mais justement, c'est pas. Moi je crois que on aurait pu en parler lors de la campagne, quand on nous projetait cette sorte d'arrangement secret. Parce que la question, le silence entretenu autour de cette question d'amnistie est relié à cela. On ne sait pas ce qui se passe entre Macky Sall, Ousmane Sonko, Mansour Faye et tout ce beau monde-là. Il faut qu'on éclaircisse notre lanterne. C'est pourquoi j'ai parlé de symbolique par rapport au voyage de Ousmane Sonko à Saint-Louis. Mais en tout cas, il va y avoir un dévoilement progressif de la vérité. Et les Sénégalais sauront tout. Parce qu'on ne peut pas tout cacher, être véritablement. Vous pensez qu'il y a eu des arrangements entre Ousmane Sonko et la famille du président? Mais Ousmane Sonko a dit qu'il a parlé avec Macky Sall. Mais ça sous-entend qu'effectivement, il y a eu arrangement quelque part. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays-là? Des individus ont été tués. Je ne sais pas qui a fait cela. Il y a eu des torts, mais il faut constituer les responsabilités. Partout au monde, en Afrique, où on a eu à parler de réconciliation, c'est parce que l'exercice de vérité a précédé la réconciliation. Il faut qu'on établisse la vérité par rapport à tout ce qui s'est passé dans ce pays. Mais on ne peut pas faire tout passer par perte et profit.
et compter sur les démocrates de ce pays pour insister dessus, mettre le curseur dessus, jusqu'à ce que véritablement que la vérité éclate. Parce que c'est même dangereux, hein? C'est même dangereux. C'est même dangereux. Parce que si je le dis, Mansour Faye nous a promis vers le mois d'octobre dernier que Macky Sall pourrait revenir dans le jeu en 2029. Est-ce que donc la manœuvre ne pourrait pas se décliner ainsi? Bon, on laisse Diomaye. Je le dis parce que c'est un trait d'union que je porte par rapport à votre question même sur cette supposée hiérarchie à la tête de l'État. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas genre Bassirou Diomaye Faye, vous êtes le président de transition en solution médiane entre l'APR et PASTEF, en attendant que Ousmane Sonko et Macky Sall puissent se retrouver face à face en 2029. Le jeu pourrait se décliner ainsi. Oui, ça pourrait se décliner ainsi. Parce que pendant longtemps, on a porté des élucubrations sur un potentiel report de la présidentielle. Sur un potentiel report de la présidentielle. Faut pas qu'on se... Le président Macky Sall a cherché, oui. La présidentielle. Oui. Et le but de la manœuvre devait être ceci. Permettre à Ousmane Sonko de revenir dans le jeu. Tout le monde qui était dans le jeu. Qui était le candidat naturel de PASTEF. Et Macky Sall, pendant longtemps, donc, il a entretenu le silence sur le projet de troisième candidature qu'on lui prêtait, parce qu'il ne voulait pas quitter. Il a été rattrapé par la conjoncture politique nationale et internationale. Peut-être que cela s'est imposé à lui pour qu'il puisse renoncer. Mais de toute façon, comme je vous ai dit tantôt, il va y avoir un dévoilement progressif de la vérité. Et justement, ça apporte le trait d'union par rapport à Bassirou Diomaye Faye. Mais il faut que M. Bassirou Diomaye Faye soit dans l'étoffe du président de la République. Moi, j'ai toujours décrié le système présidentiel sous le mode sous lequel il fonctionne depuis le référendum du 17 mars 1963. Parce que, bon, tous les problèmes que nous avons connus durant ces dernières décennies sont peut-être reliés à la nature de notre régime politique. Voilà, l'ultra-présidentialisme institué par Senghor au lendemain des événements de décembre 1962. Mais quand cela ne tient, de fait, c'est Bassirou Diomaye Faye qui est le président de la République, qui est les pleins pouvoirs. Il ne faut pas qu'il permette à un premier ministre de marcher sur ses plates-bandes. Ici, au regard de notre constitution, au regard au moins des articles qui vont de 40 à 50, etc., c'est lui qui détient, en tout cas, les pleins pouvoirs dans ce pays. C'est Bassirou Diomaye Faye. Je prends un exemple. La question de l'homosexualité. C'est le premier ministre qui nous annonce que, bon, moi j'ai été surpris, que cette question-là, l'homosexualité est tolérée au Sénégal. Moi je crois que c'est un aspect qui relève du champ de compétences du président de la République, qui définit la politique de la nation. Vous, est-ce que vous tolérez l'homosexualité, si vous permettez? Je vous pose la question, vous tolérez cela? Non, mais... Non, je vous pose la question, tolérez-vous l'homosexualité? Je répondrai après. Non, tolérez-vous l'homosexualité? Expliquez, allez-y. Voilà. Donc, un certain M. Ousmane Sonko se lève un beau matin pour nous dire que l'homosexualité est tolérée au Sénégal. C'est M. Bassirou Diomaye Faye qui doit m'apprendre, parce que j'ignorais que c'était toléré au Sénégal, que l'homosexualité est tolérée au Sénégal. Et peut-être qu'on allait passer par des mécanismes, que ça soit révision, ou en tout cas de la Constitution, ou référendum, pour qu'on sache que c'est toléré au Sénégal. La question de la diplomatie, par exemple. Nous sommes dans un contexte de bouleversement géopolitique majeur. Dans un contexte très sensible, hyper sensible même, qui doit nous prédisposer à une expectative prudente par rapport aux actes et aux discours que l'on pose. Comment le Premier ministre Ousmane Sonko, fut-il le leader du parti PASTEF, puisse-t-il annoncer un voyage dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, alors que le président de la République semble adopter une ligne contraire, en maintenant peut-être les axes de notre diplomatie, traditionnellement 100 ans, qui tournent autour du principe des doubles reconnaissances et de la diplomatie de bon voisinage. Moi, j'ai salué quand le président Bassirou Diomaye Faye a inauguré son régime par des voyages dans les pays voisins comme la Mauritanie, la Guinée-Bissau, etc. Après même, il est allé visiter les pays de l'Alliance des États du Sahel. Il est allé même dans la sphère anglophone de la sous-région pour faire un voyage au Ghana et au Nigeria. Il est allé même en France. Mais comment dans ce contexte-là, Ousmane Sonko a-t-il pu annoncer ce voyage-là? Bon, moi, je savais que ce voyage n'allait jamais avoir lieu. Ne serait-ce que au plan des formes. Ne serait-ce qu'au plan des formes. Il fallait attendre au moins que le président de la République se rende à Bamako pour que M. Ousmane Sonko puisse y rendre. Parce qu'effectivement, la perception que l'on a, et personne n'est dupe, c'est qu'apparemment, c'est M. Ousmane Sonko, chef de PASTEF, qui veut en même temps être chef de l'État. Et la métaphore est bien choisie.
quand il dit que personne ne peut m'empêcher de marcher sur le tapis rouge. Moi, je crois que le tapis rouge, il est fait pour être déroulé à quelqu'un. Celui-là même qui incarne le destin du Sénégal depuis le 2 avril 2024, c'est M. Bassirou Diomaye Faye. Dr Aliou Gory Diouf, Ousmane Sonko est-il le vrai président de la République du Sénégal? Non, pour moi, cette question ne se pose pas, très honnêtement. Il faut être sérieux. Le président de la République, c'est lui... De par ce que vous avez vu en 100 jours. De par ce que... Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne peux pas rentrer dans certains détails, parce que je préfère rester dans les faits. Je ne veux pas raisonner ou bien apprécier dans des hypothèses. Ce qu'on a vu, c'est que le PM est très actif. Mais moi, je ne vois pas dans les faits quelque chose qui montre que c'est lui le chef de l'État et que Bassirou Diomaye Faye est un figurant. Les entorses au protocole, vous n'avez pas vu ça? Ces entorses au protocole, justement, moi, tel que je les analyse, je considère que c'est lié peut-être à un manque d'expérience. Ah bon, par rapport jusque-là? Justement. En tout cas, je parle particulièrement du tapis rouge dont mon co-débatteur a fait référence. C'est un exemple. Et de mon point de vue, depuis que cela a eu lieu et que les gens en ont parlé, je ne l'ai plus revu. Mais après, on a vu aussi... Dernièrement. Où c'est? Tout dernièrement, la semaine passée. Oui, la semaine passée, oui. Encore une fois, comme j'ai l'habitude de le dire, le Premier ministre ce qu'on a vu sur l'élément, le président de la République. Sur l'élément, effectivement, on a vu que le Premier ministre est arrivé, il a trouvé le chef de l'État dans la salle. Oui. Ça, c'est sur l'élément. Je n'ai pas assez d'informations pour pouvoir être sûr que effectivement c'est comme ça que ça s'est passé et que le protocole l'interdit carrément. Mais dans tous les cas, oui, dans tous les cas, très honnêtement, moi je trouve que il y a d'autres choses beaucoup plus prioritaires. Je ne dis pas que c'est à sous-estimer ou bien à négliger, mais il y a des choses beaucoup plus prioritaires. Moi, je leur donne une présomption, en tout cas un préjugé positif par rapport à leur capacité de travailler en complicité. Moi, c'est comme ça que je les juge. Jusqu'à ce que je vois des éléments, disons, tangibles qui montrent qu'il y a réellement une emprise du Premier ministre sur le chef de l'État. Mais présentement, ce que je vois, et le chef de l'État lui-même l'avait annoncé au premier Conseil des ministres, il a envie de prendre de ses prérogatives et de les confier au Premier ministre. Ça, il l'avait dit. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui est encadré, qui est permis par nos lois. Maintenant, dans les faits, effectivement, il y a des... Moi, j'évite de tomber trop dans les attitudes politiciennes. Je veux rester dans les faits. Quand c'est positif, je dis que c'est positif. Quand c'est négatif, je dis que c'est négatif. Mais je ne veux pas, disons, m'engager dans des interprétations en ne me fondant pas sur des faits réels. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il y a un problème, effectivement, que les gens ont relevé par rapport au protocole. Et je pense que ça, on a un État très fort. Ça, si c'est par méconnaissance que le PM l'a fait, je pense que ça ne va pas se répéter, comme le cas du tapis rouge. Mais c'est sur quoi moi je voudrais vraiment intervenir. C'est par rapport justement aux questions de justice, aux questions disons, de cette loi-là, mais également aux priorités socio-économiques. C'est sur ça que moi je voudrais vraiment qu'on réfléchisse et que ce pays-là, très honnêtement, on n'a pas besoin, encore une fois, de ces attitudes clivantes. La société a été assez divisée. Par qui? Par les acteurs politiques. Tout le monde confondu. Maintenant, nous avons eu cette alternance avec un régime qui a un programme de rupture. Pour moi, je considère que c'est une opportunité pour réconcilier les Sénégalais. On ne peut pas développer ce pays en continuant à nous criant dessus et en nourrissant de façon mutuelle de la haine, en nous nourrissant de la haine. Surtout dans un contexte où on a beaucoup de bouleversements exogènes qui menacent notre cohésion nationale. On ne peut pas se permettre de continuer à entretenir de la haine qui pourrait déboucher, affaiblir donc cette cohésion nationale. En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, des chocs exogènes qui sont en cours et qui vont encore continuer à se produire. Donc, compte tenu de cela, en tant que citoyens sénégalais, en tant que patriotes sénégalais, devons-nous continuer à nous chamailler, à nous nourrir de la haine entre nous, ou bien devons-nous nous réconcilier autour de l'essentiel? Et moi, je trouve que c'est bien possible
c'est bien possible. Si des deux côtés, si l'ensemble des acteurs, pas seulement les acteurs politiques, l'ensemble des acteurs font l'effort véritablement d'aller vers justement cette réconciliation. Alors donc ces relations tendues entre la presse sénégalaise et le régime actuel, les comptes de la plupart des entreprises de presse qui sont bloqués, au mot sur ça, Thierno. Vraiment, moi, je suis prédisposé à une vision triste des relations entre ce régime et la presse. Mais, ça veut dire que bon, vous voyez il y a une sorte de culte de la personnalité chez M. Ousmane Sonko. Tantôt, vous avez dit que, bon, vous avez parlé comme si vous n'aviez pas fait attention à certaines entorses au protocole. Mais c'est lui-même qui vous dit il a eu à le dire lors de son show du Grand Théâtre. Ouais. Bassirou Diomaye Faye, restez là-bas, c'est moi je gouverne. Il a dit. Donc c'est lui qui gouverne. D'accord. Bon, moi, donc pour revenir à la question, mais pourquoi je vous dis que je suis prédisposé à une vision sinistre, triste, tragique? N'est-ce pas ce même Ousmane Sonko, il y a quelques mois, quelques années de cela, qui avait menacé de publier la liste des journalistes corrompus? Il avait brandi cette menace, vous vous en souvenez? Mais jusqu'à présent, on attend cette liste. Il ne va jamais le faire. Parce qu'ils ont fondé leur ascension politique sur la pensée unique, sur le terrorisme intellectuel. Ce genre de dynamique politicienne ne s'accommode pas d'esprit de critique. Vous voyez? Et moi, c'est pourquoi je ne suis pas trop surpris. Les persécutions que les journalistes ont vécues dans la foulée des événements de mars 2021 jusqu'à 2023, moi je crois que la presse sénégalaise n'a jamais subi autant de persécutions morales et physiques. Bon, il faut qu'ils se retiennent pour dire. La presse est un maillon essentiel de la démocratie. Ce que Senghor n'a pas réussi en instaurant le monétisme d'État, en théorisant le parti unique. On a toujours parlé de parti unique de fait, parce qu'il n'y a jamais eu de parti unique au Sénégal. Parce que des démocrates se sont levés pour s'opposer au parti unique, au monétisme d'État. Senghor a été obligé de consentir des sacrifices à travers les réformes de 1974. Et c'est de ce temps-là que date cette presse libre et indépendante. Il n'y a jamais eu de discontinuité. Il y a eu beaucoup de remous, mais la presse est restée debout toujours. Abdou Diouf, quand il est venu, il a voulu reproduire le même schéma avec la presse. Il n'a pas réussi. Lui aussi, dans la foulée du code consensuel de 1992, moi je crois qu'il a libéré beaucoup d'espace pour la presse. L'opposition avait un meilleur accès à la RTS même. C'est de ce temps-là que datent ces radios privées-là, Sud FM, Walf FM. Ensuite, il y a eu RFM, Sen TV, etc. Maître Abdoulaye Wade et tout, Macky Sall et tout, on lui a prêté de vouloir réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et cette volonté-là devait être élargie à une certaine presse. Je crois que Pastef devait être plus placé que n'importe quel parti politique pour savoir qu'on ne peut pas couper le filet qui est sous la langue du Sénégal. Moi, je crois que on est en temps de morosité économique post-Covid. La presse sénégalaise a été fragilisée par beaucoup de facteurs avant l'avènement même du coronavirus. Et donc, cette fragilité s'est exacerbée avec le coronavirus. Moi, je crois que ça doit être donc une bonne raison pour ce gouvernement de soutenir la presse, de soutenir l'effort de la presse sénégalaise. Parce que, comme je vous ai dit, la presse est un maillon essentiel du dispositif de la démocratie. Comme disent les Ivoiriens, si on ne fait pas blabla, on fait boum boum. Il faut qu'il y ait contradiction. La contradiction est la voie dialectique et dialectale de la vérité. Et c'est cette presse-là qui est en situation justement d'établir l'espace de discussion pour peut-être approfondir et améliorer la démocratie sénégalaise. Mais toute autre démarche, toute démarche contraire nourrie par ce régime ne va pas produire en tout cas l'effet escompté. Dr Aliou Gory Diouf, on sait que lorsque les régimes populistes s'installent au pouvoir, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils détricotent carrément les institutions, tous les contre-pouvoirs, législatifs, le judiciaire, ensuite les autres pouvoirs qui ne sont pas peut-être constitués, qui sont la presse et même le pouvoir religieux. Aujourd'hui au Sénégal, est-ce qu'on n'est pas dans ça?
Non, je ne pense pas qu'on soit dans ça, même s'il y a quand même des problèmes qu'il faut reconnaître. Déjà la sortie du Premier ministre au niveau lors de sa rencontre avec la jeunesse de PASTEF, sa sortie envers la presse est révélatrice de ces problèmes-là. C'est pas nouveau qu'ils s'en prennent à la presse. Non, c'est pas nouveau. Et qu'ils s'en prennent à toutes les institutions aussi. Non plus, quand il était opposant. Mais ce que je veux dire... Jusque-là, d'ailleurs, même on l'a entendu, même je pense au Grand Théâtre, il s'en est pris à la justice aussi. Voilà, c'est de ça que je parle. Je trouve ça déplorable, puisque moi, personnellement, je crois en l'État et aux institutions. Les institutions peuvent être imparfaites, mais pour autant, on ne doit pas les attaquer d'une certaine façon, surtout qu'on est au pouvoir. De mon point de vue, ça, c'est une position de principe, moi, que j'ai. Maintenant, par rapport à la presse et aux entreprises de presse, il y a la question, effectivement, des impôts. Le principe, pour moi, les impôts sont à payer. Maintenant, au-delà de ce principe-là, il y a la réalité. On a souvent entendu dire que les entreprises de presse, en tout cas l'entrepreneuriat dans la presse n'est pas rentable. Souvent, moi je n'ai pas les preuves, mais j'en ai entendu parler depuis plus de 20 ans. Étant donné cela et étant donné le rôle central que joue la presse, je pense que une certaine flexibilité doit être aménagée. En quoi faisant? Qu'est-ce que le président de la République aurait dû faire au-delà de ce qu'on a entendu, ce qu'il a dit des patrons de presse, au-delà de ça? Qu'est-ce qu'il devrait faire en termes de politique publique pour appuyer ce secteur? De mon point de vue, même au-delà même, il s'agit même pas pour moi de politique publique, mais il s'agit disons, d'activités à mettre en œuvre. Une rencontre entre le président de la République et les patrons de presse, de mon point de vue, est extrêmement urgente pour qu'ils discutent de façon sincère, que les patrons de presse expliquent la situation des entreprises de presse et que le chef de l'État aussi tienne compte de cela, mais toujours dans le cadre de la loi. Et de mon point de vue, si on discute, si on échange, si on dialogue, une solution sera trouvée, absolument. Parce que nous sommes entre Sénégalais, on ne peut pas... Faut-il des assises comme ce qu'on a vu dans le domaine de la justice? Oui, les assises, c'est bon, mais le problème au Sénégal, ce n'est pas le brainstorming, ce n'est pas le fait de produire des idées, ce n'est pas la réflexion. Le problème du Sénégal, c'est la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre. Moi, de mon point de vue, on a assez d'éléments qui permettent véritablement d'enjamber ce problème. Ce problème n'aurait dû même pas occuper l'opinion publique. D'accord, il y a des entreprises de presse qui ne payent pas les impôts. C'est une réalité, on est d'accord. Maintenant, il faut des difficultés à être à jour. Exactement, à être à jour. C'est pas la même chose. Voilà, d'accord. Donc, discutons et trouvons une solution. Quand il s'agit maintenant du financement de l'État, du développement, je pense que au-delà de ce que la presse doit payer et les autres aussi, en tout cas, disons, acteurs nationaux, internationaux qui, en tout cas, exercent dans ce pays-là, on a d'autres canaux qui sont à exploiter pour pouvoir financer le développement du Sénégal. On en a, parce que j'ai compris que les autorités ont abordé la question, en tout cas du retard de paiement, comme vous venez de le dire, des impôts par la presse. Ça a été abordé dans le cadre de la recherche de la mobilisation des ressources financières pour pouvoir financer les politiques publiques. Moi, je me dis que c'est bon, les impôts, c'est d'un côté, mais il y a d'autres opportunités également que les pouvoirs publics devraient pouvoir, disons, envisager. C'est tout ce qui est lié aux institutions donc de prévoyance retraite, d'assurance. On a énormément de niches de financement dans ces secteurs-là pour pouvoir véritablement endogénéiser, rendre souverain le financement de notre développement. Est-ce que l'enjeu ici, c'est la mobilisation de ressources publiques? C'est ce qui fonde un peu le fisc à fermer, à bloquer les comptes des médias? Bon, laissez-moi vous rappeler qu'il y a les exonérations. Oui, dans beaucoup de secteurs. Voilà, qui s'établissaient sous le ministère d'Abdoulaye Daouda Diallo, quand il fut ministre des Finances, autour de 400 milliards de francs CFA, je crois. Il y a beaucoup de niches là-bas. Ils sont inspecteurs des impôts. Le duo,
le binôme qui est à la tête de ce pays. Donc mieux étudier que nous autres pour connaître de cette question-là. Ouais. Et d'autres choses et d'autres choses. C'est un alibi, moi je crois. C'est un alibi parce que la pression fiscale est souvent la pire pression qu'on... En tout cas dans les démocraties pour affaiblir les médias. Oui, surtout dans les régimes populistes. Parce que moi je crois que la nature de ce régime est éminemment populiste. C'est un régime populiste. Dès lors que c'est un régime pour accéder au pouvoir qui a eu à débiter des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Ouais, qu'ils ne peuvent pas tenir depuis qu'ils sont aux affaires. Mais combien de fois ont-ils été rattrapés par leurs promesses? Ouais. On dit même qu'ils sont varophobes. Ils abordent comment dire ça? Voilà, voilà, qu'on leur rappelle leurs promesses. C'est un alibi. Ils veulent faire payer les voix discordantes. Non, si c'est une question de, en tout cas, comment dire, c'est rectifier. Ça c'est impossible. Hein. Ouais. C'est impossible. Non, c'est impossible, mais est-ce qu'ils savent que c'est impossible? Bien sûr. Ah oui. Non, parce que j'ai eu à rappeler un certain passé. Tous ceux qui ont précédé Bassirou Diomaye Faye à la tête de ce pays ont pensé pouvoir réduire les Sénégalais au silence. C'est confronté au réel phénoménal qu'ils ont su que ce n'est pas possible. Vous voyez, parce qu'il y a un prédéterminisme des faits politiques, mon cher. Les faits passés se reproduisent souvent dans le présent ou dans le futur. Mais en tout cas, ils sont avertis. Moi, cette question de, comment dirais-je, de demander aux gens de payer les impôts. Personne ne dit que les journalistes ne doivent pas payer l'impôt. Mais il y a eu des précédents, des discours qui ont précédé cela, des démarches qui ont précédé cela. Je vous dis que eux, ils ne s'accommodent pas d'esprit de critique. Quand ils étaient dans l'opposition, mais a fortiori quand ils seront au pouvoir. Parce que tant qu'ils sont dans l'opposition, bon, on ne peut pas vérifier certaines choses. Je prends l'exemple des 94 milliards. Mais j'attends M. Ousmane Sonko sur cette question. Quels sont les liens supposément ténébreux entre Atlas et Mercalex? Qu'allait faire Ousmane Sonko en rencontrant les familles concernées pour se faire enregistrer ensuite? L'élément était sur la place publique. Il n'avait pas nié cela. Et moi, je trouve cela très grave pour celui qui a eu à porter de telles accusations contre Mohamed Diallo par une sorte de dialectique réglementaire. Sur la presse, oui. Voilà. Non, c'est lié, tout cela c'est relié. Il y a d'autres questions. Vous venez de parler d'amnistie là. Mais il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qui s'est passé entre Moussa Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et Macky Sall? On doit en parler. La question, et d'autres questions. Moi, je crois que sur la presse. Tous les autres présidents, tous les prédécesseurs de Bassirou Diomaye Faye aussi, quand ils ont su qu'ils ne peuvent pas museler la presse, au contraire, ils ont travaillé à mettre en place les conditions à même d'aider cette presse-là, de soutenir cette presse-là. Parce qu'ils disent qu'ils veulent créer des emplois. Mais présentement, la presse est un secteur à haut potentiel de création d'emplois. Il y a beaucoup d'acteurs, en tout cas, qui sont dans cette presse. Mamadou Aléouba, on parle toujours d'impôts. Laissez-moi vous rappeler que le Sénégal a signé une convention avec l'OCDE. Dans son instrument multidimensionnel qui date de 2018, l'OCDE a eu à prescrire au Sénégal un accroissement de la pression fiscale sur le secteur informel. Pourquoi l'OCDE ne prescrit pas un accroissement de la pression fiscale sur les multinationales? J'ai parlé des exonérations, etc. Et dans le même temps, pas plus tard qu'il y a de cela 5 jours, les États-Unis d'Amérique ont rejeté les prescriptions de l'OCDE sur les taxes apportées sur le numérique. Les taxes apportées sur le numérique. Dans le même temps, à partir de ce 1er juillet, je crois qu'on a demandé, le Sénégal, porte des taxes sur le numérique. Vous voyez ce double standard-là? Vous voyez ce double standard. Pourquoi les États-Unis font cela? Parce que les États-Unis veulent aider leurs entreprises qui sont dans ce secteur du numérique, qui est un secteur à haut potentiel de création non seulement d'emplois, mais de valeur ajoutée par rapport au développement des États-Unis d'Amérique. Comme les secteurs presse sénégalaise, qui est non seulement un secteur à haut potentiel de création d'emplois, mais non seulement de création de valeur ajoutée, mais de pacification de l'espace public, en assainissant, en mettant en place un cadre de débat, pour qu'il y ait la contradiction qui est la voie dialectique et dialectale de la vérité. Parce que hors de cette voie-là, il va se passer quoi? Mais il va se passer la confrontation fondamentalement. Dans tous les pays où la presse, en tout cas, a été muselée, la dictature ne saurait, comment dire ça, voilà. Accroissement de la pression fiscale sur les entreprises de presse, on l'a vu, donc il y a un risque majeur de perte d'emploi. Est-ce que vous sentez que le régime en place fait attention à ça?
Personnellement, en tout cas par rapport aux actes qui sont posés, je ne peux pas dire qu'ils font attention à cela. Maintenant, j'attends de voir la suite. Moi, personnellement, j'ai compris la sortie du Premier ministre par rapport à la presse comme étant une stratégie politique et qui s'en arrête là. Moi, ce que j'attends, quand il disait que à la place du, je sais pas, de la place du souvenir, non, au Grand Théâtre, quand il s'en prenait, quand il parlait du non-paiement par la presse des impôts qu'ils doivent à l'État. Le président l'a réitéré il y a juste 2 jours. Hein. Il a dit qu'il a parlé de chantage carrément des patrons de presse. Oui, moi, ce que je veux dire par rapport à ça, j'ai entendu le président de la République, lors de sa rencontre avec la Convention des jeunes reporters, dire que il est prêt à rencontrer les patrons de presse pour recevoir les solutions. À partir de ce moment-là, pour moi, très honnêtement, on peut aller dans ce sens-là. Tout le reste, pour moi, c'est des détails. Allons, que les entreprises de presse aille vers le président avec des solutions et on verra, c'est à partir de la réaction des hautes autorités qu'on pourra savoir si réellement ils sont là pour mettre la pression fiscale sur la presse, et ça serait extrêmement grave pour le pays parce que la presse est vitale pour notre démocratie et ce n'est pas négociable. Et les pertes d'emploi dans le secteur Thierno Diop, il y a aussi dans certaines entreprises publiques ou parapubliques. Là aussi, on voit que des CDD sont... Voilà, on se débarrasse de certaines personnes qui n'ont pas des CDI. Et dans le même temps, on nous annonce aussi des recrutements dans d'autres boîtes. Des recrutements qui concernent peut-être des individus préposés par le passé à la défense de Pastef, qui se faisaient appeler pompeusement chroniqueurs. Bon, je ne vais pas citer de nom. Vous voyez, parce que... Et puis, il y a toujours une répétition de l'histoire. Quand Macky Sall est venu au pouvoir, vous voyez, c'était la même chose. Hein? Avec ses journalistes, ses amis de la presse. Non, avec ses amis de la presse, non seulement, mais je ne veux pas parler de mon propre cas, parce que moi, je suis concerné. Moi, là où je travaillais, j'ai été recruté dans la foulée de l'accession de Macky Sall au pouvoir. J'étais conseiller spécial Mamoud Aliouba, de directeur général. Mais un beau jour, au nom d'une supposée politique de rationalisation, toutes ces entreprises ont été dissoutes dans la pure illégalité. J'ai eu à être arrêté lors d'une manifestation par les éléments du commissariat du Point E qui m'entendent parce que je parle d'une radio. Jusqu'à présent, notre situation n'est pas carrément réglée. Est-ce que vous voyez? Donc, Manu Militari, on éjecte des gens pour mettre en place ces militants, pour mettre en place, pour recruter ces militants, recruter une certaine clientèle politique. Il se dit qu'à la RTS, Papa Lénian prépare l'arrivée de certains journalistes amis. Oui. Non, le fait même que Pape Alenia soit directeur général de la RTS, moi je trouve cela scandaleux. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à nous annoncer l'appel à candidature plusieurs fois. Vous voyez, moi je crois que il y a quelqu'un de mieux placé pour véritablement incarner le profil de l'emploi à la tête de la RTS. Donc si on nous assure cela en nous annonçant des recrutements pêle-mêle, en toute irrationalité, moi je crois que c'est assez grave. 10 secondes, voilà. Aliou Goury. Oui, en tout cas, ce que je veux dire par là, moi, par rapport justement à l'appel à candidature, c'est effectivement... Non, sur les emplois, les pertes d'emploi. Non, je trouve que c'est très sérieux et ce n'est pas acceptable. On ne peut pas véritablement revenir en arrière par rapport à des acquis. Et les recrutements, dit-on, politiciens. Bon, ça aussi, vous m'excuserez, Mohamed Halimou, je ne veux pas me prononcer sur ça parce que je n'ai pas d'éléments. C'est des effets, c'est des annonces. Bon, je tente de voir vraiment que cela arrive, mais je ne peux pas me prononcer. Mais sur le principe, c'est pas acceptable. C'est ce que je peux te dire là-dessus. Hassan Diouf à la technique micro, Mohamed Alimba, c'est la fin du remue-ménage qui revient la semaine prochaine. Nous avions dans ce studio Dr Aliou Goury Diouf, géographe de formation. Il est consultant aussi. En face, Thierno Diop, journaliste chroniqueur. Nous vous saluons.